C'est bon? Bonjour à tous. Donc, nous sommes heureux ce soir de vous présenter Jean-Pierre, qui n'est pas encore arrivé, et puis moi-même, donc la loi de finances pour l'année 2021. Donc, nous allons présenter cette loi de finances pendant environ 2 heures. Il va y avoir 6 parties. Une première partie sur l'imposition sur les sociétés, une deuxième partie sur l'imposition donc des particuliers, une troisième partie sur la TVA, puis les impôts locaux, puis les droits d'enregistrement et les dons, et enfin donc on terminera par les relations avec l'administration. Ce qu'on vous propose, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser un chat et donc de poser des questions donc qui vous viendraient à l'esprit au fur et à mesure qu'on ferait la présentation. Ce que l'on va faire, c'est qu'à chaque fin de partie, donc on s'arrêtera pour savoir s'il y a des questions donc auxquelles nous devons répondre. Mais peut-être que les questions que vous aurez posées auront permis donc aux deux personnes qui sont avec nous, Flore Soliнгui puis Anne Sebel, d'y répondre. Et auquel cas, donc Jean-Pierre et moi, nous passerons donc sur ces questions. Donc on s'arrêtera à la fin de chacune des parties. Donc, la loi de finances pour 2021, vous le savez aussi bien que moi, donc c'est une année particulière. Cette année, il y a eu 4 lois de finances rectificatives, mais 3 simplement qui avaient une connotation fiscale. Donc 2 qui sont intervenues donc, au cours des mois de mars et avril de l'année 2020, et puis une dernière loi de finances donc au mois d'août, connotation donc fiscale, et puis donc la loi de finances pour l'année 2021 qui est venue clôturer l'année, puis qui a été validée par le Parlement donc le 17 décembre dernier. Donc le plan dont je vous ai parlé tout à l'heure, imposition donc des entreprises, des particuliers, impôts locaux, TVA, droit d'enregistrement et contrôle fiscal, ou plus généralement relation avec l'administration. Donc je vous propose de commencer donc par la fiscalité des entreprises. Alors sur la première partie, nous allons vous parler de toutes les aides qui ont été donc accordées par le gouvernement à la suite de la pandémie que nous vivons. Donc ce sont des aides au financement des entreprises, des subventions qui peuvent être accordées par l'État, voire des sursis d'imposition, ou parfois puis des baisses de taux d'imposition. Donc il y a donc une liste à l'après-vert de tout un tas d'opérations, enfin d'aides qui ont été accordées aux entreprises. Je vais essayer de les résumer. Je ne vais pas donc les développer entièrement parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais dans le support qui vous a été remis ou que vous avez pu télécharger, donc il y a donc les explications relatives donc à ces aides. Donc les premières concernent le prêt garanti aux entreprises et d'autres dispositifs de financement, et enfin le fonds de solidarité qui a été donc accordé au mois de décembre 2020. Alors, concernant les prêts garantis par l'État, il n'y a pas de modification essentielle, enfin, excessivement importante donc pour l'année 2021, si ce n'est que les prêts garantis sont reportés jusqu'au 30 juin 2021, avec la possibilité pour les PME d'obtenir ces prêts avec des taux qui varient entre 1% et 2,5%. Mais ce n'est pas tout. Donc, le législateur a également donc, créé le Fonds de développement économique et social, ou FDES, qui est en fin de compte une aide à la restructuration des entreprises en difficulté. Donc, c'est un fonds de 1 milliard d'euros qui a été doté et qui est activé par l'intermédiaire du CODEFI, donc pour les entreprises en difficulté. Ensuite, le législateur propose des prêts bonifiés et des avances remboursables. Donc, ce sont des aides discrétionnaires qui sont accordées aux PME lorsque le recours au PGE s'est avéré impossible. Donc, impossibilité d'obtenir le PGE, possibilité d'obtenir un prêt bonifié ou des avances remboursables. De même, le législateur a prévu des prêts participatifs qui, eux, ne sont accordés qu'aux très petites entreprises, lesquelles ont également donc vécu des difficultés pour obtenir donc un PGE. Ce sont des prêts remboursables sur une durée de 7 ans. C'est pas tout. On continue encore avec le renforcement des financements par l'affacturage. Donc,
chacun connaît le principe de l'affacturage qui permet de céder ses créances donc un établissement qui les finance immédiatement. Donc ce dispositif permet d'obtenir un compte donc au PGE. Et l'avantage qu'il y a, c'est que cet affacturage bénéficiera également des garanties de l'État qui sont accordées lorsque l'État donc permet l'obtention d'un prêt garanti. Ensuite, avec les prêts directs de l'État, qui sont des prêts qui sont accordés donc aux entreprises quand aucune autre solution n'est possible. Pas de PGE, pas de prêt bonifié, pas de prêt participatif, pas de renforcement de financement par l'affacturage. Dans ces cas-là, donc on peut solliciter un prêt direct de l'État. Donc, ce sont des prêts de faible importance, ce sont des prêts de 10 000 € lorsque l'entreprise a moins de 10 salariés et 50 000 € lorsque l'entreprise a entre 10 et 50 salariés. Ce sont des prêts donc, qui sont accordés sur une durée de 7 ans avec un taux de 3,5%. Enfin, il y a le fonds de solidarité donc, des entreprises donc, qui a été créé donc, en décembre 2020, qui touche tout un tas d'entreprises. Tout d'abord, les entreprises donc, qui ont une interdiction d'accueil du public, mais également les entreprises de tourisme, les entreprises événementielles, les entreprises donc, de sport et de culture, les entreprises des secteurs qui sont liés à ces secteurs-là, et puis donc les commerces des stations de montagne, et enfin, d'autres entreprises. Donc, ce dispositif de fonds de solidarité permet de bénéficier d'une aide qui a un montant minimal de 10 000 € et qui peut représenter 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise dans une limite de 200 000 € par mois. À noter que toutes ces aides, lorsqu'elles sont accordées par l'État, les aides, je parle, sont exonérées d'imposition sur les sociétés ou d'imposition sur le revenu. Alors, ce n'est pas tout. Donc, on sait qu'il y a également l'activité partielle donc, qui a été accordée aux entreprises. Donc, l'activité partielle est prorogée sur l'année 2021. Donc, pour les secteurs qui sont les secteurs les plus touchés, il y a des dispositifs particuliers, notamment donc, les secteurs des entreprises des stations de ski. Donc, une prorogation jusqu'au 30 juin 2021 avec une possibilité donc, de financement donc, de l'activité partielle pour les salariés, comprise entre 60% et 70%, suivant le cas, du montant des salaires qu'ils devaient percevoir. Alors, on ne s'arrête pas là, c'est vraiment une liste à la Prévert. Donc, il y a également des exonérations de cotisations sociales. Alors, des exonérations de cotisations sociales qui peuvent être soit totales, dans certaines conditions, soit des remises de cotisations partielles, voire des aides au paiement de cotisations. Alors, en théorie, les entreprises devaient faire donc les demandes avant la fin de l'année 2020, dans certains cas même avant au plus tard le 31 octobre 2020, mais il semblerait que les URSSAF donc, permettent donc, les demandes des retardataires. Donc, on peut encore faire des demandes, semble-t-il, de ces aides au titre de l'année 2020 au cours du mois de janvier 2021. Pardon. Donc, j'en ai fini avec toutes ces aides. Donc, sur le support, vous avez donc la possibilité d'aller consulter avec des liens hypertextes les points sur les mesures sociales qui ont été publiés par RSM et puis les adaptations des dispositifs pour les entreprises en difficulté. Donc, c'est un article qui est écrit par notre associé spécialisé donc, dans les entreprises donc, en difficulté. On a une petite question donc, sur le PGE. Alors, on parle d'une possibilité de reconduire le PGE sur un an supplémentaire. Si oui, doit-on repayer la garantie de 0,5% ou 0,25%? Alors, c'est une reconduction du PGE ou c'est l'obtention d'un PGE? Sur la reconduction du PGE, non, à mon avis, il n'y a pas de nécessité de redemander ou de payer donc les 0,5%. C'est reconduction donc du délai de remboursement d'un an. Je pense que c'est ça. D'accord? Donc, on a obtenu le PGE, on devait rembourser le PGE donc, à partir de l'année 2021. On peut demander, on a la possibilité de demander une prorogation de 1 an du délai à partir duquel on va commencer à rembourser le PGE. C'est ça la question. Est-ce qu'on va devoir payer les 0,5%? C'est une reconduction. À ma connaissance, non, mais je ne peux pas l'affirmer.
faudrait que je regarde. Et on a une petite remarque aussi, donc apparemment, il n'est pas possible de demander à ce jour le fonds de solidarité pour décembre. Non, exactement. C'est toujours pas possible de le demander. Il devrait être possible de le demander en janvier 2021, mais le décret n'est pas encore sorti. Et les possibilités d'aller sur le site ne sont pas encore ouvertes. Autre question, concernant les exonérations de charges, comment est-ce que ça se passe pour les TNS? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'exonération de charges pour les TNS. L'exonération de charges ne porte que sur les charges patronales des entreprises. Voilà. Alors, on fait dans les autres des primes pour les contrats d'apprentissage de professionnalisation. Donc, pour les entreprises, quel que soit leur effectif, moins de 250 salariés ou plus de 250 salariés, à la condition que les entreprises de 250 salariés aient rempli leur quota, donc de 5% d'alternants, on a la possibilité, pour toutes les embauches qui seront comprises entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, d'obtenir donc une aide comprise entre 5 000 € lorsque l'apprenti aura moins de 18 ans et 8 000 € lorsque l'apprenti aura plus de 18 ans, à la condition que cet apprenti prépare un diplôme à titre de finalité professionnelle qui est équivalent au maximum au niveau 7, c'est-à-dire un Master 2. Alors, autre mesure, le remboursement de la créance de carry-back. Alors, le report en arrière des déficits, c'était un dispositif qui était très à la mode lorsqu'il est sorti, parce qu'en fait, il permettait de reporter le déficit que l'on avait réalisé au titre d'une année sur les 3 années précédentes. Donc, au début des années 2010, on a réduit considérablement l'intérêt du report en arrière des déficits en ne permettant, d'une part, de reporter le déficit que sur l'année précédente, sous réserve que cette année soit bénéficiaire. Et ensuite, on a plafonné ce report de déficit au montant de 1 million d'euros. Ce qui fait que ce que l'on avait l'habitude de voir dans les années passées est tombé un petit peu en désuétude. Sauf que là, et puis il faut savoir que la créance de report en arrière des déficits, elle peut servir soit à payer les impositions qui vont suivre pendant les 5 années suivantes, ou à défaut, eh bien, cette créance sera remboursée par l'État, mais à l'issue de la période de 5 ans. Donc, la loi de finances pour 2021 prévoit que lorsqu'une entreprise aura un stock de créances qui proviendront des années antérieures, c'est-à-dire donc des années de 2015 à 2019, elle aura la possibilité de reporter, donc de faire une demande de remboursement immédiat qui suivra donc le dépôt de la déclaration 2020, c'est-à-dire au plus tard le 19, sauf si la date est prorogée, le 19 mai 2021. Donc on a la possibilité de demander le remboursement immédiat de tous ces stocks de créances. Et puis, pour la créance qui pourra être constatée au titre de l'année 2020, donc bien sûr à la condition que l'année 2019 ait été bénéficiaire, donc on peut d'ores et déjà donc, demander en 2021, à la suite de la clôture de l'exercice 2020, on peut demander le remboursement de la créance donc, de report en arrière des déficits sans attendre la liquidation de l'IS. Bon, c'est une mesure qui permet de redonner des couleurs à un dispositif qui était un peu tombé en désuétude. Ensuite, procédure de conciliation. Donc, on a la possibilité, alors la loi nous dit qu'on a l'ensemble donc des abondements de créances à caractère commercial qui sera consenti dans le cadre d'une procédure de conciliation sont déductibles. Tous ces abondements de créances sont déductibles. Mais Jean-Pierre, tu es d'accord avec moi qu'un abondement de créances à caractère commercial a forcément donc un caractère déductible. Voilà. Sous réserve déjà dans son intérêt. Voilà, sous réserve qu'il soit. Mais c'est ça un abondement à caractère commercial. Donc la loi écrite nous a rappelé que c'était déductible, donc on remercie le législateur de nous le rappeler. Et puis on a la possibilité, donc pour ces entreprises donc, qui auraient ouvert donc, une procédure de conciliation, de demander donc immédiatement, dès l'ouverture de la procédure de conciliation, le remboursement des créances de report en arrière des déficits qu'elles auraient en stock dans leur actif fiscal. Et puis Jean-Pierre, il y a le caractère donc des abandons de loyers donc professionnels.
dont tu Oui, peux nous parler. écoutez, d'abord, bonjour à chacun d'entre vous. La question qui m'est attachée, c'est les abandons de loyer. Pour moi, c'est un petit peu comme la précédente question, car s'il n'y a pas beaucoup de règles nouvelles. Simplement, c'est plus des questions de procédure et de preuve qui nous permettent d'entrer dans un dispositif plus simple dans les justifications. En effet, les abandons de loyer sont toujours possibles, notamment lorsque le propriétaire est un commerçant ou une société à pièces, à condition que cet abandon corresponde à son intérêt, ce qu'on appelle l'acte normal ou anormal de gestion. Et dans ce cas, il doit justifier que l'abandon, il y trouve une contrepartie. Généralement, c'est le fait que ça coûte moins cher de conserver le locataire en poste plutôt que d'en chercher un autre, ou qu'il n'y a pas d'autres locataires susceptibles de pouvoir prendre le bien. Et dans ce cas, il peut arriver qu'on décide d'abandonner le loyer. Pourquoi? Parce que le loyer a été pris en compte dans les revenus imposables et on s'aperçoit que le locataire ne va pas le payer et on l'abandonne. La loi nous dit quoi? Elle nous dit qu'aujourd'hui, on pourra consentir ces abandons plus facilement qu'hier parce que le locataire sera en difficulté liée à la crise Covid. Et c'est la raison pour laquelle on n'aura pas à justifier de l'intérêt pour le propriétaire d'avoir abandonné ce fameux loyer dès lors que les tabliers sont baissés. Lorsque l'on annonce cela, on se dit est-ce que cette exonération de justification est aussi générale qu'on peut le penser? La réponse est non. Puisque s'il y a des liens entre les propriétaires et le locataire, eh bien, ces liens impliqueront que l'on justifie quand même des liens de dépendance entre le bailleur et le locataire, impliqueront quand même qu'on justifie de l'intérêt pour le propriétaire d'un moment donné. Et donc, dans beaucoup de cas de figure qui nous concernent, les abandons de loyer sont surtout des cas où il y a précisément ces liens de dépendance. Donc, il y a beaucoup moins d'importance, me semble-t-il, dans cette mesure que ce dont on a l'habitude de parler. Alors, pour l'administration, on ajoutera que lorsqu'il y a des liens financiers entre les sociétés, eh bien, elle considérera que les sociétés sont aussi liées, donc au fond, elle demandera la justification. Ce qui est important aussi, c'est que pour le locataire, qui sera lié ou sans qu'importe le locataire, qui aura bénéficié d'un abandon de loyer, devra constater un produit. Et ce produit sera imposable. On n'en tiendra pas compte pour l'appréciation du fameux plafond d'imputation des déficits que Vital vient de rappeler tout à l'heure, et le fameux million d'euros qu'on rencontre quand même assez rarement, le million d'euros avec une majoration de bénéfices imposables. Au fond, les abandons de loyer entre professionnels ne changent pas grand-chose. Il me semble que la vraie question, c'est l'abandon de loyer par un propriétaire foncier à un locataire professionnel, par définition, puisque les loyers dont on parle, ce sont des loyers professionnels. Et j'en profite pour indiquer que dans les deux mesures, c'est jusqu'au 30 juin 2021 que les abandons vont avoir lieu. Dans les revenus fonciers, c'est autre chose. Parce que le propriétaire foncier ne prend en compte les revenus imposables que les loyers encaissés. Dès l'instant qu'il n'a pas encaissé de loyer de son locataire, il a tendance à vouloir les abandonner. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'a pas été imposé dessus. Et donc, il attend. Et de ce point de vue, le locataire lui-même attend, puisqu'il n'a pas intérêt lui-même à constater un produit du fait qu'il va constater qu'il ne paiera jamais ses loyers. Et la situation peut durer assez longtemps. Quand on dit cela, on oublie quelque chose. On oublie que la jurisprudence est amenée à considérer qu'un propriétaire foncier peut être considéré comme ayant eu la disponibilité des loyers et qu'il en a fait libéralité au locataire. Et dans ce cas,
Il y a donc imposition en revenu foncier et suppression du passif constaté chez le locataire. Et c'est cet aspect des choses qui avait été peut-être perdu de vue, qui pourtant remonte à une jurisprudence très ancienne des années 40 et qui a été d'ailleurs confirmée par une décision à la Cour de Paris en 2020. Et donc, dans la mesure qui nous concerne, eh bien, c'est une décision qui va être prise et qui aura pour conséquence de devoir conduire le locataire à constater le produit lié à la décision expresse prise par le propriétaire foncier d'abandonner le loyer. On notera que là encore, ce dispositif ne va pas s'appliquer s'il y a des liens de dépendance avec le bailleur, ou du moins il va s'appliquer dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire avec justification. Et puis à cette loi, une précision a été apportée, qui est d'ailleurs extrêmement logique, qui consiste à dire que les charges qui sont liées aux loyers abandonnés sont quand même déductibles. Pourquoi fallait-il que cette précision soit donnée? Parce que en fiscalité française, dès lors que on a un produit non imposable, en principe, c'est un produit net non imposable, et donc vous voyez. Et on a, avec les revenus fonciers, une situation à peu près similaire qui concerne les BNC et dont il s'agit principalement des sous-locations. Donc, pour les BNC, c'est aussi les revenus encaissés qui constituent le revenu imposable sur la déduction des charges payées. Eh bien, là encore, ces BNC n'ont pas, en règle générale, tendance à abandonner des loyers. La loi va les conduire à le faire et la conséquence première sera évidemment de reprendre les charges dans la société locataire, dans l'entreprise locataire, puisque par définition, ce sont des entreprises. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, surtout que lorsque l'entreprise locataire est liée, et même très liée, puisque lorsqu'elle est exploitée par un ascendant, par un descendant ou un membre du foyer fiscal, là, on dit expressément que ces dispositions sont subordonnées à la condition que le bailleur puisse justifier des difficultés de trésorerie de l'entreprise. Donc, on est conduit dans ces cas de figure à justifier de l'abandon de loyer lié à la situation de difficulté du locataire. Voilà ce que l'on peut dire, me semble-t-il, sur cette question d'abandon de loyer, qui est une application plus simple des mécanismes habituels dans lesquels on peut, sur justification, abandonner des loyers à des locataires qui sont dans la capacité de vous les payer. Et puis, comme si cela n'était pas suffisamment compliqué, on a créé un autre dispositif qui est d'une autre nature, qui est le crédit d'impôt pour abandon de loyer. Et là, il s'agit d'une disposition qu'il faut bien comprendre parce que les loyers qui sont susceptibles d'offrir ce crédit d'impôt, ce sont les loyers de novembre 2020. Et ce, quelle que soit la qualité du bailleur, c'est-à-dire que ce soit une personne physique ou une personne morale, ces bailleurs obtiendront ce crédit d'impôt pour abandon. Il faudra que cet abandon soit express, évidemment, et qu'il soit consigné dans les écritures. Quels sont les locaux qui sont concernés? Alors là, on change un petit peu de nature. Ce sont tous les locaux qui ne peuvent plus être exploités, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période de confinement, ou bien encore les locaux dans lesquels sont exercés ou ont été exercés une activité principale dans un secteur mentionné au décret du 30 mars 2020. Ce sont les secteurs en difficulté liés à la crise du Covid. Donc ce sont des locaux qui ne sont plus exploités, pour simplifier, ou qui sont exploités dans des conditions plus difficiles, ce qui fait que le locataire a du mal à payer ses loyers. Et donc on incite le propriétaire à le faire. Alors maintenant, comme on est un peu dans une autre catégorie d'imposition, on voit que les seuils, c'est des entreprises locataires qui ont moins de 5000 salariés. Et puis, ce sont des entreprises qui ont des difficultés, mais qui n'étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019 et qui ne sont pas non plus, qui n'étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Ce sont des conditions générales qu'on rencontre dans ces mesures particulières. Et ne pas être en liquidation judiciaire non plus,
Et on notera que lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, descendant, membre du foyer fiscal ou bailleur, eh bien, ou qu'il existe un lien de dépendance, là encore, le bailleur devra justifier des difficultés de trésorerie du locataire. Donc, on est toujours dans le cadre général des justifications. Et maintenant, quel est le montant? Alors, le montant du crédit d'impôt est évidemment important puisqu'il est égal à 50% du montant des loyers abandonnés. Et lorsque l'entreprise a moins de 250 salariés, il n'y a pas de sujet. Lorsque l'entreprise a plus de 250 salariés et moins de 5000, le crédit d'impôt est calculé sur les 2/3 du montant des loyers abandonnés et donc avec un plafond de 800 000 euros par locataire. Vous voyez que ce sont des montants importants. Et que fait-on de ce crédit d'impôt? Eh bien, on l'impute sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés que la société ou l'entreprise doit acquitter. Donc voilà deux mesures qu'il ne faut pas confondre. Un abandon habituel jusqu'au 30 juin 2021 et puis un crédit d'impôt très spécifique pour un mois de loyer, le mois de novembre 2020. Voilà ce que l'on peut dire sur l'abandon de loyer. Et alors, il faut aussi traiter d'une autre affaire qui s'appelle la réévaluation libre des bilans. La réévaluation libre des bilans, c'est pas quelque chose de nouveau. Chacun d'entre vous savez que les entreprises ont la possibilité de réévaluer leur bilan, que cette disposition est prévue par le Code de commerce. Néanmoins, elle est contrainte par un certain nombre d'obligations. D'une part, de faire une réévaluation de tous les éléments susceptibles de l'être. Et parmi les éléments susceptibles de l'être, on a les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Et vous observez qu'on n'a pas les immobilisations incorporelles. Que lorsqu'on décide de cette réévaluation, eh bien, on est obligé de le faire pour l'ensemble de ces immobilisations visées et qu'on ne peut pas faire de réévaluation partielle. Quel est l'intérêt de la réévaluation? L'objectif poursuivi par la réévaluation sur le plan juridique, c'est de faire que les actifs de la société soient repris pour leur valeur réelle et que donc il faut rechercher la valeur réelle des actifs. Et dans ce cadre, évidemment, les professionnels que vous êtes auront sans doute quelques possibilités d'exercer leur art, notamment pour réévaluer ou évaluer les immobilisations financières, puisque les experts comptables sont quand même, dans ce cadre-là, les plus à même à le faire. Parce qu'en ce qui concerne les immobilisations corporelles, notamment les immeubles, ce seront plutôt les notaires qui seront en première ligne pour le faire, avec les difficultés qu'ils auront de distinguer le terrain de l'immobilisation amortissable, puisque ça, ce sera utile. Alors évidemment, la question de la réévaluation, c'est quelles en sont les conséquences. Les conséquences, c'est d'abord la conséquence fiscale. C'est que l'écart de réévaluation, eh bien, il est normalement imposable. Et c'est ce qui risque d'interdire la réévaluation libre. Parce que cet écart qui n'est pas imposable, il est non plus distribuable, il peut par contre être incorporé au capital. Voilà les conséquences. Autrement dit, ce qui gêne dans la réévaluation libre, c'est la fiscalité. C'est de devoir payer l'impôt sur une absence de flux. Et qu'a fait le législateur dans un objectif très simple, d'une meilleure présentation des bilans des entreprises dans une période où les vraies valeurs pourraient convaincre le banquier d'être plus ouvert aux prêts ou aux prises en compte de la situation. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement dit, la fiscalité, on va la neutraliser. Comment neutraliser la fiscalité? Eh bien, c'est très simple, c'est de ne pas imposer l'écart en distinguant entre les immobilisations amortissables, et en ce qui concerne les immobilisations amortissables, on pourra étaler l'écart de réévaluation sur une période de 15 ans pour les immeubles et sur une période de 5 ans pour les autres immobilisations. Cette réintégration se fera par parts égales et ultérieurement, pour le calcul des amortissements, des provisions ou de résultats de cession,
on retiendra les valeurs de réévaluation. Si on considère que l'étalement correspond à peu près à la durée nouvelle d'amortissement des biens, eh bien on a obtenu la neutralisation. Et en ce qui concerne l'écart de réévaluation sur les immobilisations non amortissables, là c'est plus simple, cet écart est en fait placé en sursis d'imposition. Autrement dit, on prendra l'engagement ultérieurement de déterminer le résultat de cession à partir de la valeur d'origine dans la société au lieu de tenir compte de la valeur évaluée et pour déterminer les résultats de cession plus ou moins valus en fonction des valeurs évaluées. Ce dispositif, on le rencontre assez classiquement dans le régime des fusions, ça ne surprend personne. Simplement, on peut noter que la réévaluation libre des bilans ne peut générer en principe un avantage fiscal particulier. Puisque au mieux, nous avons une neutralisation fiscale des écarts. Ça permet l'opération. La fiscalité ne crée pas, de mon point de vue du moins, une incitation à faire ce qu'on n'aurait pas eu envie de faire pour d'autres raisons que fiscales. Et on peut d'ailleurs noter que cette nouvelle disposition est temporaire et optionnelle. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cas où on ait fait des réévaluations avec une imposition immédiate, mais enfin, on peut imaginer que cela puisse se faire. Mais avec les déficits qui sont plus perdus, on ne sait plus trop dans quelle situation on aurait pu le rencontrer. Alors, ça peut vous donner un certain nombre de prestations à rendre, puisque bon nombre de sociétés vont peut-être profiter de cela pour présenter mieux leur bilan. Il y a des obligations, évidemment, puisqu'on sera amené à, comme on s'est engagé à dégager des résultats en fonction des éléments non évalués, il faudra avoir un état de suivi que l'on joindra aux déclarations de résultats de l'exercice de réévaluation et des suivants. Et puis, il faut noter que c'est une période, comme on l'a dit, transitoire, qui s'achève au 31 décembre 2022, et qui commence aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Voilà cette mesure qui a pour but d'une meilleure présentation de bilan sans contrainte fiscale particulière. Oui, j'entends la question. Très bien. Une SCI qui bénéficie d'un crédit d'impôt suite à abandon de loyer, mais en société transparente avec paiement lié sur société mère, la SCI peut-elle demander un remboursement direct de ce crédit d'impôt ou en faire bénéficier la société mère? Vous pouvez recommencer une question simple? La SCI qui bénéficie d'un crédit d'impôt suite à La SCI, elle est propriétaire d'un immeuble de quelle nature? Parce que la SCI est propriétaire d'un immeuble. OK? Puisque c'est elle qui bénéficie du crédit d'impôt parce qu'elle a abandonné le loyer. L'abandon de loyer, c'est un immeuble qui est professionnel. Par définition, première question, est-ce qu'on est en présence d'un immeuble professionnel? Alors, les commerciales, oui, il dit que c'est commercial. Donc, une société civile qui est propriétaire d'un immeuble commercial, qui abandonne un loyer qui relève des revenus fonciers, je suppose, qui relève des revenus fonciers, qui abandonne le loyer du mois de novembre à une société opérationnelle. D'accord? Bien. Elle obtient un crédit d'impôt qui va remonter à l'associé. Oui. D'accord? Et bon, et ensuite, quelle est la question? Elle remonte à l'associé. Moi, je connais pas les associés de la SCI. C'est quoi? Des personnes physiques, des personnes morales? Est-ce que donc, en fait, la SCI peut demander un remboursement direct de ce crédit d'impôt ou en faire bénéficier la société mère? Le crédit d'impôt, à mon sens, remonte à l'associé. C'est l'associé qui abandonne le loyer, c'est indirectement. Donc c'est clair, à mon avis, que c'est l'associé qui doit bénéficier du crédit d'impôt, un impôt sur le revenu si c'est un associé personne physique, un impôt sur les sociétés si la société est une société à l'IS. Voilà, c'est une société. Il me semble.
Pour moi, il n'y a pas trop de doute, hein, c'est celui qui ne perçoit pas le revenu imposable qui bénéficie du crédit d'impôt. Mais je ne sais pas ce qu'en pense Vital, mais je pense qu'il n'y a pas de doute sur ce sujet. Il y a une autre question? Oui, et il y en a plusieurs. Donc, alors une remarque, pour les particuliers, l'effet du crédit d'impôt est donc reporté financièrement au règlement du solde de l'IR, soit septembre 2021, au vu des réticences des propriétaires. Non. Ensuite, alors non, la question est très intéressante. Que les propriétaires soient réticents, je veux bien le concevoir. D'ailleurs, vaut mieux percevoir un loyer qu'un crédit d'impôt de 50%. Hein. Si on peut percevoir le loyer, simplement, il faut partir de l'hypothèse où vous avez quand même des propriétaires qui pourraient ne pas le percevoir du tout. Et que s'ils ne l'abandonnaient pas et qu'ils le perdaient, parce que ça peut arriver, eh bien, ils n'auraient pas le fameux crédit d'impôt. Donc, pour moi, c'est une opportunité de regarder si le mois de novembre 2020, on peut obtenir un crédit d'impôt sur un loyer qui serait peut-être un jour perdu. Parce qu'un loyer qui serait jamais payé, il est perdu. Alors, il peut être perdu parce qu'on l'a abandonné volontairement en novembre 2020, et auquel cas on a récupéré un crédit d'impôt de 50%, ce qui est pas trop mal, ou bien on l'a perdu et puis c'est fini, parce qu'on l'a pas abandonné 2020, et on l'aura perdu en 2021, au mois de mars, parce que la société aura des difficultés. Donc c'est ça, je pense, la question est très intéressante, mais elle pose l'opportunité d'utiliser cette disposition, pas par, pas pour faire plaisir, tout simplement parce qu'il y a quand même des sociétés qui sont propriétaires, qui vont avoir des loyers qui ne seront pas payés par les locataires liés à la crise. Et donc, peut-être, ils ont intérêt à les abandonner plutôt que de les perdre. Un loyer impayé, c'est perdu. Alors maintenant, si on me dit que les loyers seront payés, ben, il vaut mieux ne pas prendre de crédit d'impôt et percevoir le loyer, très certainement. Si c'est ça la question, oui, mais elle est intéressante. Autre question. Pour le crédit d'impôt loyer, pour chaque locataire, le total d'abandon serait donc de 1,6 million d'euros de loyer locataire. Je vais vous faire lire la question, puisque si elle est assez longue. Elle est très longue. Alors, pour le crédit d'impôt loyer, pour chaque locataire, le total de l'abandon serait donc de 1,6 million, puisque 1,6 million à 50%, ça fait 800 000. Je suppose que c'est ce qu'il veut dire, dès lors qu'on a moins de 250 salariés, et de 2,4 millions pour un locataire avec plus de 250 salariés. Point d'interrogation. Donc, l'auteur de la question, je ne sais pas qui c'est, eh bien, il nous dit, compte tenu du fait qu'on prend les 2/3 faites attention, ils vont me déconnecter, je vous préviens, comme on prend les 2/3, qu'on a 800 000 euros par, et ça fait 2,4 millions, c'est le calcul qu'il fait. Alors, donc, le bailleur s'apprécie au niveau de chaque locataire. Est-ce bien comme cela qu'il faut apprécier le texte? Aussi, sur le seuil de 5 000 salariés, notion consolidation ou bien seulement L233 du Code de commerce, mais en tenant néanmoins compte des filiales étrangères. Alors là, je vais répondre à cette question pertinente. Il faudra regarder l'instruction administrative. Hein? Parce que bon, on sait quand même que, en ce qui concerne le nombre de salariés dans une entreprise, dans tous les dispositifs, on tient compte du nombre de salariés, on trouve dans les instructions administratives des modalités de calcul des salariés. Et ce sont celles-là qu'il conviendra, me semble-t-il, de retenir. Alors, est-ce que on tiendra compte du compte consolidé, de l'intégration fiscale aussi, pourquoi pas? Je pense que toutes ces précisions seront données par l'instruction. On pourrait imaginer, parce que d'abord, on ne va pas le faire par plaisir, on pourrait imaginer que c'est 5 000 salariés par bénéficiaire de l'abandon de loyer, point final. Je pense. Alors, sur le calcul, oui, les 800 000, ça fait 1,6 million. Et ensuite, il y en a d'autres? Je regarde. On va peut-être continuer. Oui, c'est le redevable, le propriétaire. Oui, c'est bien. Ben, écoutez, je crois qu'on a à peu près répondu. Vous savez,
faut quand même se dire que on peut tirer des premières conséquences de dispositifs, mais on ne peut pas vous répondre dans le détail à toutes les précisions que vous souhaitez obtenir sur ces points qui étaient très intéressants, mais qui n'ont pas encore été, à mon sens, commentés. Oui, et alors, qu'est-ce que vous voulez faire là? On continue sur le point de la session. C'est encore moi? C'est encore moi? C'est moi, Jean-Pierre. Donc, Oui, allez, vas-y. C'est un régime qui est proche, en fin de compte, du régime de la réévaluation des bilans. C'est un dispositif qui n'est pas nouveau. Donc, une entreprise propriétaire d'un immeuble, une société propriétaire donc de son immeuble décide de le céder à une société de crédit bail. En le cédant, donc la société dégage probablement donc une plus-value, laquelle est imposable, et ensuite elle le loue pendant une durée donc conclue avec le crédit bailleur cet immeuble en crédit bail, et puis possiblement le rachète à la fin de la période de crédit bail. Mais on voit que la cession bail, ça génère un résultat pour celle qui réalise cette cession, un résultat qui est imposable. Donc le dispositif donc de la loi de finances, un petit peu donc à l'instar de la réévaluation des bilans, permet une mesure, la mise en place d'une mesure temporaire qui voit l'exonération de la plus-value au moment de la cession, le report de la plus-value au moment de la cession sur la durée du crédit bail, laquelle durée ne pourra pas excéder 15 années. Alors, il y a des conditions pour réaliser, donc, pour bénéficier de cette mesure. D'abord, c'est que la cession soit réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 avec un accord de financement qui devrait être accepté par le crédit-preneur entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022. Donc, si on lit correctement donc, les deux dispositions, ça veut dire qu'on peut céder donc, un immeuble à partir du 1er janvier 2021 et que si on doit le céder en 2023, il faut obligatoirement obtenir un accord de préfinancement auprès du crédit-preneur avant le 31 décembre 2022. Donc, on a entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 pour se décider. Voilà. Et bien sûr, l'immeuble donc que l'on va céder, il doit être affecté donc à l'activité du crédit-preneur, hein, c'est-à-dire soit son activité commerciale, soit son activité industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Ce que l'on peut dire encore sur l'imposition sur les sociétés, c'est que il y a donc la poursuite, mais sans changement donc de la baisse donc des taux qui avait été prévue par le législateur. Donc 1er janvier 2021, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, on sait que donc le taux d'imposition est de 28% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros. Pour celles qui auraient un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, le taux d'imposition est partagé en deux, 28% pour la part des bénéfices inférieurs à 500 000 euros et 31% au-delà. À compter du 1er janvier 2021, donc il n'y a plus que deux taux d'imposition. Normalement, le taux d'imposition devait être le même dans la première mouture de la proposition de réduction d'impôts qui était née donc avec la loi de finances pour 2018. Ça avait été modifié l'année suivante. Donc, les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 250 millions d'euros, le taux d'imposition passe de 28 à 26,5%. Pour les autres entreprises, le taux d'imposition donc passe de 28 ou 31 à 27,5%. Et enfin, on nous promet que au 1er janvier 2022, enfin pour toutes les entreprises dont l'exercice sera ouvert à compter du 1er janvier 2022, le taux d'imposition sera uniforme et sera de 25%. Bon, ceci étant, ce sont des impositions, c'est le taux de droit commun, mais on sait qu'on peut bénéficier, dans certaines conditions, d'un taux d'imposition limité à 15% pour la part des bénéfices qui n'excèdent pas 38 120 euros. En fait, c'est une mesure qui est excessivement ancienne puisqu'elle date de la fin des années 90, je crois que c'est 97 ou 95, quelque chose comme ça. C'était donc une mesure qui permettait d'avoir donc un taux d'imposition de 15% sur un bénéfice qui n'excédait pas 250 000 francs. Et on voit que les 38 120 euros, pour ceux qui font une division assez rapide, c'est la conversion en euros des 250 000 francs qui existaient à la fin des années 90. Ça n'a jamais bougé et manifestement, ça ne bougera pas.
parce qu'il semblerait que ce dispositif soit passé en dessous des radars des minimis qui étaient créés en 2001 et l'administration ne veut pas le bouger au cas où ce régime serait amené à tomber du fait donc des velléités de Bruxelles. En revanche, le législateur a permis à d'autres entreprises, un plus grand nombre d'entreprises, de bénéficier de ce taux à compter du 1er janvier 2021, puisque le bénéfice de ce taux était limité à des entreprises dont le chiffre d'affaires n'excédait pas 7 630 000 euros. Et à compter du 1er janvier 2021, on va étendre donc ce dispositif à toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excédera pas 10 millions d'euros. Alors, avant de passer à l'imposition sur les particuliers, je peux vous rappeler qu'on n'a pas tout dit sur l'imposition sur les sociétés. Il y a d'autres mesures, notamment il y a tout un tas de crédits d'impôt. Donc, c'est toujours la liste à la Prévert des crédits d'impôt qui existent pour les entreprises, dont la plupart sont prorogés. Donc, ces informations font partie du support qui vont nous être remises, mais on n'avait pas souhaité les commenter. Jean-Pierre, je te laisse reprendre la parole sur l'imposition des particuliers avec une première partie sur le barème. Oui, ben écoutez, la fiscalité de l'entreprise qu'on vient de voir avec Vital, ou plutôt Vital et moi, puisqu'il a pris la parole plus que moi, eh bien, heureusement qu'il y a eu le Covid. Parce que les principales mesures qu'on a pu voir, ce sont des mesures Covid, et on se demande ce que nous aurions dit s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, puisque... Alors, il demeurera néanmoins quelques questions sur les entreprises, et notamment en TVA, je ne sais pas si on en parlera un petit peu, et puis un petit peu sur les impôts locaux des entreprises. Mais moi, je reviens ici sur l'impôt sur le revenu. Alors, sur l'impôt sur le revenu, en réalité, c'est assez simple de constater que l'année dernière, on avait déjà modifié le barème qui s'est appliqué aux revenus de l'année 2020 et on a d'ailleurs payé notre impôt sur le revenu des revenus 2020. On se souvient d'ailleurs que la principale mesure était celle du passage du taux de 14 à 11% et qu'on a déjà appliqué depuis le 1er janvier 2020 ce nouveau barème. Qu'on avait aussi considéré que les taux de 41 et de 45% ne devaient pas être modifiés, les impositions de ces bénéficiaires par rapport à l'entrée dans ce barème. Et puis, on avait noté que les taux intermédiaires avaient permis d'atténuer quelque peu le montant de l'impôt sur le revenu des tranches intermédiaires. Et ce qui va résulter désormais, c'est la liquidation de notre impôt sur le revenu. Et il fallait, c'était prévu dans la loi d'NDA, qu'il conviendrait de tenir compte de l'inflation pour relever les tranches limites de chacune, les seuils de chacune des tranches. Et l'inflation a été de 0,2%, donc on a rehaussé ces tranches de 0,2%. Il y a une conséquence immédiate de ces haussements, c'est que tous les seuils d'avantages fiscaux de plafonnement sont aussi relevés de 0,2% et que ça se traduit par quelques euros supplémentaires en matière de plafonnement des effets du quotient familial, de pension alimentaire versus enfants majeurs, enfin qu'importe. Vous avez tous ces plafonnements, toutes ces indexations qui sont intégrés à l'ordinateur et c'est inutile de les apprendre par cœur. Il faut juste rappeler qu'il y a aussi la contribution additionnelle, j'ai tendance toujours à le souligner, parce que les 3 et 4% demeurent, c'était depuis 2011, pour les revenus supérieurs à 250 ou 500 000 pour une personne seule et doublé pour un couple marié. Ces contributions exceptionnelles s'appliquent à deux catégories de contribuables, ceux qui y sont habitués, parce qu'ils ont des revenus récurrents qui dépassent ces seuils, et ceux qui le sont moins, ça s'appelle des revenus exceptionnels qui sont soumis au taux progressif de l'impôt sur le revenu, ou bien ça s'appelle des rectifications fiscales à la suite du contrôle et qui peuvent être d'ailleurs majorées de 25%. Voilà en ce qui concerne le barème. Alors on a pu aussi avoir une petite information selon laquelle nos réductions et crédits d'impôt vont nous être remboursés dans quelques jours, le 15
janvier. Comme nous sommes le 12, c'est dans 3 jours. On avait aussi pu, si cela était notre intention, demander à l'administration avant le 5 décembre de ne pas nous reverser ces fameux acomptes de 60%, à supposer qu'en 2020, on ait eu moins de réduction de crédit d'impôt susceptibles d'être imputés ou restitués. Voilà, très rapidement brossé. Alors, il y a dans cette loi de finances des mesures, quelques-unes très, très limitées d'ailleurs, concernant l'imposition des particuliers. Et c'est la question de la séparation, c'est la question du foyer fiscal et de la séparation. Si on veut faire un petit peu une traduction, lorsqu'il y a un divorce ou une rupture de Pacs, il peut arriver que nous soyons l'un ou l'autre contraints de verser soit une pension alimentaire, soit de faire une prestation compensatoire, et le régime fiscal n'est pas tout à fait le même. Quand on est en pension alimentaire, eh bien, c'est déductible de celui qui le verse et imposable chez celui qui le perçoit. Et quand on verse une prestation compensatoire sur une période de 12 mois, dans les 12 mois qui suivent le divorce ou la rupture du Pacs, dans ce cas, on bénéficie d'une réduction d'impôt de 25%. Et puis, il peut arriver qu'il y ait une prestation compensatoire en capital et en pension. C'est ce qu'on appelle la prestation compensatoire mixte. Et dans ce cas, le législateur considérait que dès l'instant qu'il y avait une prestation mixte, eh bien, même si une partie de celle-ci était versée dans les 12 mois sous forme de prestation, eh bien, celle-ci ne pouvait pas bénéficier, selon le texte de loi et la doctrine, ne pouvait pas bénéficier de la réduction d'impôt. Une instance a été menée et une QPC a été produite devant le Conseil constitutionnel qui a considéré, lui, que le fait d'un versement en capital sur une période inférieure à 12 mois, non éligible à la réduction d'impôt, était anticonstitutionnel parce que les contribuables n'étaient pas placés dans une situation d'équité. Et donc, dès l'instant que cette mesure n'était pas constitutionnelle, il a fallu que la loi s'y adapte. Et dans la loi de finances, désormais, on précise que le versement en capital dans les 12 mois de la rupture du Pacs ou du divorce, eh bien, permettra la réduction d'impôt, même si elle est accompagnée de pensions alimentaires. Donc, on a là, évidemment, les prestations compensatoires qui seraient payées sur une période supérieure à 12 mois continuent à relever uniquement du cadre des pensions alimentaires. Là, nous sommes dans la situation où le mariage ou le Pacs a été interrompu. Et puis, il y a une deuxième disposition qui est, je pense, un peu moins connue, ou du moins qui consiste à s'intéresser à la question de la contribution aux charges du mariage. Qui dit contribution aux charges du mariage, dit mariage. Et donc, on n'est pas dans le divorce ni dans le Pacs, on est entre des époux qui sont toujours mariés et pour lesquels l'obligation de contribution aux charges du mariage prévue par le Code civil demeure. Alors là, la question se posait de la manière suivante, et elle a été aussi posée au Conseil constitutionnel. Est-ce que une contribution aux charges du mariage versée spontanément par un époux à l'autre époux pouvait bénéficier ou pas d'une déduction de son revenu et d'une imposition dans les revenus de l'autre époux? Pourquoi? Parce que la loi prévoyait que la déduction pour contribution aux charges du mariage ne rendait possible la déduction que dans l'hypothèse où cette contribution résultait d'une décision du juge. Un contribuable est allé devant le Conseil constitutionnel pour faire valoir que c'était inéquitable et que l'on pouvait, qu'on devrait pouvoir déduire le versement
que l'on fait à l'autre conjoint spontanément, c'est-à-dire sans obligation particulière imposée par le juge. Alors cette question, me semble-t-il, est plus large que la précédente parce qu'il faut rappeler rapidement quels sont les cas dans lesquels les époux sont imposés séparément. Il y en a plusieurs. Le premier cas, c'est celui dans lequel les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens et qu'ils ne vivent pas sous le même toit. Dans ce cas, d'ailleurs, le mariage va durer plus longtemps. Le deuxième cas, c'est lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, mais qu'ils sont séparés de fait et qu'ils ont des revenus distincts. Et là, ça pose la question de savoir si on a des revenus distincts, et notamment en cas de déficit, mais qu'importe. Et le troisième cas, c'est lorsqu'on se dirige vers un divorce et qu'on a l'autorisation du juge de vivre séparément. Il se trouve que les trois sujets, me semble-t-il, sont à traiter de la même manière, et donc de dire que si on contribue aux charges du mariage, que cela nous soit imposé dans quelque situation que l'on soit, par le juge ou pas par le juge, les versements que l'on fait doivent être déductibles de nos revenus. C'est ce que nous dit le Conseil constitutionnel. Et évidemment, on comprend que cela peut poser une question, puisque quand c'est le juge qui décide du versement, eh bien, il décide aussi du montant en fonction de ce qu'il considère comme étant les besoins de l'autre conjoint, alors que si le versement est versé spontanément, sans obligation imposée par le juge, le montant sera soumis à débat ou à plus de débat avec l'administration fiscale. Donc, si on comprend bien l'objectif, on comprend aussi que ce n'était pas tout à fait normal que, j'allais dire, le gentil qui versait spontanément une contribution aux charges du mariage à l'autre conjoint qui était imposé séparément ne pouvait pas déduire, et que, j'allais dire, le méchant qui ne voulait pas verser mais pour lequel il fallait recourir au juge pour obtenir le versement aurait pu déduire. On voit que la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel est reprise par le législateur et évidemment on est conforme à l'équité. Et il est probable qu'il y ait là matière à quelques contentieux sur la période ancienne, puisqu'on vous dit qu'effectivement, ce dispositif devrait s'appliquer à compter des revenus de 2020, mais comme il s'agit de revenir sur un texte qui n'était pas constitutionnel, on peut légitimement penser qu'on peut, sur la période ancienne, faire des réclamations contentieuses pour rétablir la situation et déduire ce qui n'avait pas été considéré comme déductible. Voilà ce que l'on peut dire sur cette question qui, presque de détail, mais qui, dans la vie de tous les jours, va concerner bon nombre de foyers fiscaux. Et puis, en matière d'impôt sur le revenu, il y a toujours cette affaire des réductions et des crédits d'impôt, dont on peut rappeler évidemment que la réduction d'impôt ne fait que s'imputer sur l'impôt, alors que le crédit d'impôt, lui, est restituable. On peut à cet égard rappeler que bon nombre de contribuables ont été autorisés l'année dernière à ne plus déposer de déclaration d'impôt sur le revenu dès lors que l'ensemble de leurs revenus est connu de l'administration, c'est-à-dire qu'ils sont pré-remplis. On peut aussi noter que ces personnes qui ne déposent pas de déclaration d'impôt peuvent être amenées à devoir en déposer pour bénéficier précisément des avantages qui s'appellent les réductions ou les crédits d'impôt, à défaut de quoi ils ne les obtiendraient pas. Et puis on peut aussi conclure que les non imposables dont tous les revenus sont connus de l'administration et qui n'auraient que des réductions d'impôt, c'est pas utile qu'ils déposent des déclarations parce qu'elles ne serviraient à rien. Enfin, tout ça étant du rappel, on entre dans une réduction d'impôt assez classique qui s'appelle la réduction d'impôt Pinel. La réduction d'impôt Pinel, elle a une vocation, d'après le législateur de la loi de finances 2021, c'est d'être supprimée à terme, c'est-à-dire d'être supprimée à compter de 2025, puisque le premier aspect, c'est sa prorogation jusqu'en 2024.
mais en même temps une réduction progressive du taux de la réduction d'impôt pour les années 2023 et 2024. Cette réduction est passant pour un engagement de 6 ans de 12 à 10,5 et à 9, pour un engagement de 9 ans de 18 à 15 et à 12, et pour un engagement de 12 ans de 21 à 17,5 et à 14,5. Déjà, on peut noter que rien n'indique que pour 2023 et 2024, tous les investissements Pinel verront leur taux réduit, puisqu'il y a deux exceptions. C'est les immeubles qui seront construits dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et deuxième exception, les immeubles qui respectent un niveau de qualité énergétique et environnementale supérieur aux exigences de la réglementation. On peut penser que dans ces situations, les promoteurs immobiliers vont rechercher à pouvoir offrir à leurs clients les taux de 12, 18 ou 21, c'est-à-dire qu'ils vont sans doute faire un effort pour que le niveau de qualité énergétique soit conforme aux exigences. Et puis la deuxième observation que l'on peut faire, c'est est-ce qu'on est sûr qu'en 2025, Pinel aura disparu? Je pense que le nom aura disparu, peut-être même la forme aura disparu, mais j'aime rappeler que les investissements immobiliers neufs destinés à la location ont été aidés fiscalement depuis 1983 sans aucune interruption. Ça fait donc 40 ans que ça dure. Je me demande si ça ne durera pas encore plus que 40 ans. Ce dont on ne connaît pas, c'est le nouveau mécanisme qui sera appliqué en 2025 et surtout le nom du ministre qui donnera son nom à la mesure. Mais on avait une autre disposition qu'on a vue l'année dernière et qui concernait les immeubles individuels, puisque vous savez qu'on avait considéré qu'à compter de 2021, la réduction d'impôt Pinel ne pourrait plus s'appliquer pour les acquisitions de biens individuels. Eh bien, dans la loi de finances, on précise que, au fond, ça s'appliquera encore jusqu'au permis de construire déposé jusqu'au 31 décembre 2020, ce qui fait que les constructions qui seront faites à partir de ces permis de construire ouvriront droit après 2021 à la réduction d'impôt Pinel. On peut noter que les réductions de taux ne concernent pas de Normandie. Alors là, je suis un peu plus suspicieux sur cette question parce que de Normandie, en général, ça s'achève en 2022. Par conséquent, tant qu'on n'aura pas traité 2023-2024 de Normandie, c'est pas utile de savoir quel sera le taux qu'on leur appliquera à ce moment-là. C'est probablement que si on reconduit le de Normandie pour ces 2 années, eh bien, on aura sans doute une application des mêmes taux. Sur les réductions d'impôts, vous avez encore des reconductions concernant les dons en faveur des personnes en difficulté, et notamment rappeler cette petite distinction entre les dons qui peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 75% dans la limite de 1 000 €. Eh bien, concernant ce qu'on appelle les associations Coluche, pour simplifier, eh bien, ces 1 000 € qui avaient été portés à ce seuil l'année dernière et sont reconduits pour l'année 2021. Il y avait aussi une mesure qui traitait des versements aux associations qui œuvraient pour lutter contre la violence domestique. Eh bien, ces 75% et les 1 000 € ne sont pas reconduits pour ces types d'associations. Puis les aides aux personnes en difficulté, les réductions d'impôts pour les personnes âgées ou handicapées, eh bien c'est aussi reconduit, alors avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire soit les 25%, soit les 40%, et puis s'il y a des préventions sur les risques technologiques, avec une liste évidemment de dépenses pour l'adaptation des personnes âgées ou handicapées dans leur résidence principale.
Et puis l'histoire sans fin du crédit d'impôt transition énergétique. L'histoire sans fin, vous en souvenez, c'était une décision qui était prise de supprimer le crédit d'impôt transition énergétique pour le remplacer par un système de subvention. Ce système de subvention a été mis en place dans ce qu'on appelle la prime Rénov'. Et comme nous sommes en France, évidemment, il y a 4 couleurs de prime Rénov'. Je vous conseille de les connaître, le jaune, le bleu, le violet, le rose, et qui dépendent des revenus de référence des contribuables concernés. Donc le crédit d'impôt transition énergétique va disparaître et pourra être remplacé simplement. C'était déjà une disparition programmée pour les contribuables qui avaient un revenu modeste, et on avait reconduit ce crédit d'impôt pour les revenus intermédiaires. Alors on a apporté dans la loi de finances quelques précisions concernant les points de départ des crédits d'impôt en fonction des devis qui ont été signés avant la date de fin des régimes de ces crédits d'impôt. Et puis il y a une novation, là c'est très intéressant comme mesure, il s'agit de créer un crédit d'impôt, d'ailleurs non pas une réduction d'impôt, crédit d'impôt, c'est beaucoup plus intéressant, puisque c'est restituable. Alors c'est un crédit d'impôt concernant les installations de systèmes de recharge pour véhicules électriques. Là, évidemment, est-ce qu'on en avait besoin? Alors évidemment, l'auteur du Transparent est plein d'humour, parce que évidemment que déjà on s'adresse à des acquéreurs de véhicules électriques qui, comme chacun le sait, présentent 2 inconvénients. Le premier, qu'ils sont plus chers que les autres, et le second, c'est qu'ils sont lourds parce qu'ils ont des batteries. Alors, plus cher que les autres, il faut déjà remédier à cet inconvénient, ça s'appelle les primes. Donc, on fait payer cher le véhicule et l'aide publique intervient pour restituer 7 000 € à l'acquéreur. Comme ça, le véhicule électrique deviendra pas plus cher que le véhicule à essence. Simplement, il fera moins de bruit et il pourra écraser discrètement les piétons. Mais quand on s'est aperçu qu'il fallait des véhicules électriques, il faut aussi des recharges, des batteries. Alors là, c'est là que l'histoire commence. Il faut permettre aux acquéreurs de ces véhicules d'installer chez eux des recharges de batterie. Alors chez eux, ils peuvent avoir des résidences principales et des résidences secondaires. Puisqu'ils ont un véhicule électrique, et il faudra recharger la batterie. Mais comme ils sont en résidence secondaire et principale, ils peuvent aussi être mariés. Et donc, s'ils sont mariés, il faudra plusieurs systèmes de recharge. Autrement dit, on entre dans un système très intéressant en disant qu'il va falloir aider l'acquisition des systèmes de recharge en créant ce crédit d'impôt, et on va le créer un par personne. Un par personne, ça veut dire quand je suis marié, j'en ai 2 dans ma résidence principale. Mais si je prends ma voiture pour aller vers ma résidence secondaire, il faudrait quand même que je puisse revenir. Et là, il me faudra un système de recharge dans ma résidence secondaire pour que je revienne dans ma résidence principale. Et là, le débat commence. Combien en faudra-t-il? Il en faudra un par personne ou un pour les 2. Alors, première observation, attention. Si dans la résidence secondaire, par hasard, il y a de la location saisonnière, c'est pas la peine de commencer, vous avez droit à rien. Mais par contre, si vous n'en avez pas, vous avez 1 ou 2. Alors, pour être franc, tout le monde s'est perdu un petit peu dans cette aventure, parce que si vous lisez la revue fiduciaire, vous apercevez qu'il en faut 1 dans les résidences secondaires, mais quand vous lisez Francis Lefebvre, vous apercevez qu'il en faut 2. Et Francis Lefebvre a sans doute raison, puisqu'il fait même un calcul, en disant qu'on peut en avoir 4, parce qu'on en aura 2 dans les résidences secondaires et 2 dans les résidences principales. Comme ça, on pourra se déplacer avec 2 véhicules électriques au lieu d'être 2 dans un véhicule à essence. Et donc, voilà un petit peu comment on peut, j'ai repris un petit peu ma casquette de la Cour des comptes, et pour voir qu'on peut dépenser de l'argent public pour ceux qui n'en ont pas besoin. Parce que c'est 300 €. Alors évidemment, après, on vous dit, ah là là, il faut allécher le chaland.
Alors, on va créer ce crédit d'impôt, ça va être 75%, alors c'est beaucoup, mais un plafond de 300 euros. Donc, ça fait 300 euros multiplié par 4, 1200 euros susceptibles d'être obtenus pour le crédit d'impôt recharge véhicule électrique. L'autre affaire, qui est presque aussi drôle que la précédente, c'est la souscription au capital des PME. C'est la 4e année qu'on doit en parler ensemble, puisqu'on a commencé par, dans la loi de finances pour 2018, dire, puisqu'on a supprimé l'ISF et donc on a supprimé la réduction de capital, la réduction d'impôt d'ISF en cas de souscription numéraire au capital de PME, donc il faudrait prendre une mesure de compensation. Si on portait le taux de la réduction d'impôt liée à la souscription numéraire au capital de PME de 18 à 25%, on pourrait peut-être drainer des ressources. Mais pour pouvoir passer de 18 à 25%, il faut obtenir l'autorisation de la Commission de Bruxelles. Donc, on a regardé ce qui se passait en 2018, puisqu'on avait voté ce texte, et en 2018, on n'a pas constaté d'autorisation de Bruxelles. On ne sait pas si Bruxelles avait perdu la lettre qu'on lui avait envoyée, ou si on ne lui avait pas envoyé la lettre qu'elle n'avait pas perdue. Et donc, on a attendu, mais on a persisté. On a reconduit la mesure pour 2019, et en 2019, là, on n'a toujours rien vu venir comme Soran, et donc on était toujours à 18%. Et on a une nouvelle fois insisté, c'était la 3e année où je vous parlais de ça, et là on a dit on va le refaire pour 2020. Ah, coup de chance, en 2020, nous avons obtenu l'autorisation de Bruxelles, en mars 2020. Mais le décret qui nous permet d'avoir le 25% a été pris le 7 août et avec effet le 10 août. Et donc, on a pour l'année 2020, 18% du 1er janvier au 9 août pour les souscriptions capital de PME, et à partir du 10 août jusqu'au 31 décembre, on a 25%. Alors là, dans la loi de finances, on se dit, on est bien parti, on va reconduire la mesure pour 2021. Mais attention, pour qu'elle puisse s'appliquer en 2021, il faut à nouveau que nous obtenions l'autorisation de Bruxelles. Et donc, à ce jour, nous sommes le 12 ou le 13, le 12 janvier. Si vous faites une souscription capital de PME, ce sera 18% parce qu'on attend la décision de Bruxelles qui nous l'a donnée pour 2020, mais qui ne nous l'a pas encore fait savoir pour 2021. Vous voyez comment on travaille en fiscalité et ça nous permet de parler longtemps. Et on ne devrait pas trop s'étonner pourquoi on n'a pas beaucoup de vaccins. Donc, un petit peu, c'est quelques mesures qui nous font parler. Alors, quand même, avant de tourner sur les non-résidents, il faut quand même noter que cette disposition PME, elle s'applique assez rarement. En plus, comme élément complémentaire, elle s'applique assez rarement chez vos clients parce qu'il y a des conditions sur la PME qui font qu'on ne peut pas souscrire en numéraire au capital d'une société dans laquelle on est déjà associé. Donc, toutes les augmentations de capital en sont exclues. Et puis, si on voulait créer une société, il faudrait vérifier que celle-ci ne provient pas d'une restructuration, d'une reprise d'activité. Donc, les sociétés qui reprennent des fonds de commerce ne sont pas éligibles et sont donc éligibles uniquement les créateurs de sociétés qui créent elles-mêmes leur activité. En réalité, c'est fait pour les startups où on essaie de drainer des fonds sur le marché de l'épargne pour pouvoir les verser à des fonds qui eux-mêmes vont investir dans des sociétés PME avec les critères que vous connaissez. Donc sur les non-résidents, c'est presque une histoire. Je ne sais pas pourquoi Vital m'a donné tous ces thèmes à traiter, puisque ce sont tous les thèmes drôles. Parce que les non-résidents, c'est encore quelque chose de très intéressant sur le plan de la loi fiscale. Vous vous souvenez qu'on a mis en place la retenue à la source. Alors, quand on a mis en place la retenue à la source, on s'est dit, ça serait peut-être bien que l'on puisse appliquer les principes de la retenue à la source qu'on applique aux résidents, aux non-résidents. Donc, on pourrait modifier le régime et on pourrait le modifier pour les années 2019, voire en 2020. Donc, on avait prévu pour 2019, on a reconduit en 2020 et puis on avait reporté.
Et puis, on vient de s'apercevoir que ce qu'on avait prévu en 2019, puis en 2020, avec le report, eh bien, on allait tout simplement ne pas l'appliquer. Autrement dit, l'alignement avec le plan de ressources, on ne le fait pas. La suppression du caractère partiellement libératoire qu'on avait évoqué pour le régime des 12% de retenue à la source, on ne le fait pas non plus. Et cette suppression des aménagements est définitive, enfin du moins définitive, il faudra peut-être la reprendre. Alors, qu'est-ce qui est dans la loi de finances? Qu'est-ce qui a été retenu? Tout simplement, basiquement, l'actualisation, la mise à jour des seuils de prélèvement à la source sur les traitements des salaires et pensions. Lorsque ceux-ci sont inférieurs, les rémunérations à 15 000, c'est 0%. Ce qui est intéressant, c'est les 15 000 à 43 563 parce que c'est les 12% et que ces 12% sont susceptibles de bénéficier du caractère libératoire de ce montant d'impôt sur le revenu. C'est ce qu'on voulait supprimer, ce qui n'a pas été. Et après, vous avez les 20%, le 20% n'étant pas libératoire et venant s'imputer sur l'impôt sur le revenu dû. Voilà pour le régime des non-résidents. En conclusion, ça veut dire rien ne change. Et puis, les dons en espèces, les dons familiaux en espèces, là, c'est plus de l'impôt sur le revenu, hein, c'est des droits d'enregistrement. Dans cette crise, le législateur a pensé que, sans doute, les personnes plus âgées avec plus d'argent que les plus jeunes, et qu'il serait bon qu'ils en profitent pour leur donner un peu de cet argent, et donc on va créer une exonération temporaire de droits de donation pour les dons en numéraire à hauteur de 100 000 euros. Là, on a commencé par préciser qu'il s'agissait de sommes d'argent en pleine propriété. Il faut noter que le législateur commence à comprendre que la place, comme on dit, fait beaucoup de démembrement parce que des sommes d'argent en nue propriété, je ne sais pas trop comment on aurait pu le faire, mais comme vous avez une imagination débordante, vous auriez peut-être pu imaginer des dons en quasi-usufruit. Donc le législateur a maintenant dit pleine propriété. Pour moi, c'est un signe, c'est le signe que désormais, lorsqu'il y aura des mesures d'exonération en matière de donation, ça sera toujours en pleine propriété et que les biens démembrés n'en bénéficieront plus, sauf évidemment le démembrement classique que l'on connaît. Ils sont consentis ces dons entre juillet 2020 et le 30 juin 2021. On a déjà mangé la moitié du temps. Il faut qu'il soit fait à un descendant. Le descendant, c'est un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant. Et si on n'en a pas, eh bien, on peut en faire don aux neveux et nièces. Ce serait une bonne occasion pour que ceux-ci reviennent vous voir. Ensuite, vous avez le problème de cette exonération, c'est ces dons doivent être affectés et affectés dans un délai court à 3 possibilités. La première, c'est la souscription au capital d'une petite entreprise européenne, au sens européen, et dans laquelle le donataire devra exercer son activité professionnelle principale ou une fonction de direction dans la société. Et ce, pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la souscription. Autrement dit, on investit dans une entreprise. Cela dit, regardez bien quand même ce qu'est une petite entreprise européenne. Évidemment, il y a du chiffre d'affaires, il y a du bilan, 10 millions, il y a un certain nombre de choses, mais il y a 2 éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Le premier, c'est qu'elle doit avoir moins de 5 ans. Peut-être on n'y a pas pensé. Et le deuxième, c'est qu'elle ne doit pas avoir distribué de dividendes. Et donc, à partir de là, vous observez que si je suis déjà dans une société qui a plus de 5 ans, même petite, eh bien, je ne pourrai pas bénéficier de cette exonération temporaire. Je suis persuadé que le législateur n'a pas regardé la définition de la petite entreprise européenne quand il a voté ce texte, qui est plus contraignant quelque part que la PME, pour cette raison. Enfin, qu'importe.
La deuxième, alors après, on s'interrogera sans doute pour savoir si on ne peut pas rester 3 ans, parce que si on crée une entreprise et que on fait une souscription au capital et que celui-ci est perdu dans les 3 ans parce que la société est en liquidation, je ne pense pas et j'espère que l'administration fiscale ne remettra pas en cause l'exonération de ces droits. La deuxième possibilité d'utilisation, c'est financer des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale. Je pense à titre personnel que c'est sans doute l'affectation la plus courante qui existera pour les petits dons. Parce que ça, c'est assez simple. Il faudra évidemment regarder si les travaux sont éligibles, mais beaucoup d'entre nous avons des résidences principales qui méritent des travaux de rénovation et on pourrait les solliciter sa grand-mère pour demander les 20 ou 25 000 euros qui sont nécessaires pour cette rénovation. Elle se fera un plaisir de nous les octroyer. C'est pas sûr. Et puis la troisième possibilité, c'est la construction de la résidence principale du donataire. Alors, on peut noter que la construction de la résidence principale, ce n'est pas l'acquisition de la résidence principale. Parce que derrière toutes ces affectations, comme chacun d'entre vous a pu le noter, eh bien, c'est de l'activité économique qu'on essaie de faire. C'est-à-dire rechercher quelqu'un, une entreprise de bâtiment qui va construire votre résidence. À titre personnel, je pense que l'acquisition d'un appartement en état futur d'achèvement n'est pas une construction de sa résidence principale parce que c'est pas moi qui l'ai décidé, mais le promoteur et que par conséquent, à voir, mais je pense que ça ne correspond pas à l'intention du législateur. Voilà l'affectation. Et puis, vous avez, c'est un don de 100 000 euros par donateur. Alors ça, c'est évidemment très intéressant. Enfin, très intéressant, ou du moins, s'il faut voir les conséquences, c'est que pour le donataire, ça peut représenter quelquefois des sommes considérables, puisqu'on peut imaginer qu'un enfant reçoive de ses parents 100 000 euros de chacun d'eux, ça fait 200 000, et puis que ses grands-parents, qui sont 4, lui versent aussi chacun 100 000 euros, ça fait 400 000, on est déjà à 600 000, et comme on peut aller aux arrière-grands-parents, eh bien là, ils sont très nombreux, on ne sait même plus combien ils sont, et là, vous pouvez encore ajouter quelques 800 000 euros, ce qui fait qu'au final, le donataire pourrait se trouver en présence d'une somme tout à fait considérable en franchise de droits de donation. À l'inverse, évidemment, les malheureux, ceux qui ont un ascendant, qui peut verser 100 000 euros, et avec 4 frères et sœurs, ou 5, alors là, évidemment, ça fait 20 000 euros par personne. Ils se contenteront, évidemment, non pas de la construction de la résidence principale, mais se contenteront des travaux de rénovation énergétique. Voilà, alors, dépêchez-vous, 30 juin 2021, ça va bien. Le vrai sujet, c'est l'affectation des dons, qui n'est pas simple. Et voilà. Alors, il faut ajouter quand même qu'en plus, ces 100 000 euros s'ajoutent aux abattements que l'on peut obtenir, les 100 000 euros en ligne directe, ou bien même encore les 32 000 euros en dons en numéraire aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants majeurs. Et ça s'ajoute à tout cela. Voilà ce que l'on peut dire sur les dons familiaux. Et nous en arrivons à ce qu'on disait tout à l'heure, la TVA. Et qu'est-ce qui s'en occupe de la TVA? le micro. Question, Anne, ou pas? C'est dans les questions. Non, il n'y a pas de question. Ah, Oh. La question sur l'hier. Personne. Alors, beaucoup moins amusant, donc on va parler de la TVA. Oh oui, c'est amusant, oui. Donc, il y a un premier régime qui concerne les groupes de TVA. Alors, c'est le régime de groupe qui, qui a été demandé avec insistance par tous ceux qui ont des filiales, qui ne sont pas entièrement assujettis à la TVA. J'entends par là donc les établissements bancaires et puis les établissements d'assurance qui réclamaient donc cette disposition, qui est une disposition donc à connotation quand même européenne. Et donc, on met en place ce dispositif de groupe de TVA qui verra la société tête de groupe être seule redevable de l'impôt, mais on ajoutera qu'elle sera seule redevable de la TVA, mais avec la solidarité donc de l'ensemble des sociétés qui participeront au groupe.
si jamais la société, donc tête de groupe, n'avait pas les possibilités donc, ou les moyens financiers de régler un jour l'entièreté de sa dette de TVA. Donc ce régime sera applicable, alors pas immédiatement, à partir du 1er janvier 2023, mais à la condition que le groupe réalise son option avant le 31 octobre 2022. Donc, vous voyez, ce sont des mesures qui sont prévues très à l'avance, hein, puisqu'on est 2 années avant donc, la date à laquelle donc, le régime sera appliqué. Donc, l'option permettra donc, de désigner donc, l'assujetti, hein, qui sera la société tête de groupe, lequel assujetti réalisera l'ensemble des opérations déclaratives pour le compte du groupe et qui procédera au paiement de la TVA. À noter que chaque société sera considérée comme étant une sorte d'établissement, c'est-à-dire un secteur donc d'activité en matière de TVA. Voilà, donc je disais solidarité de paiement de l'ensemble des sociétés, donc près de la société mère. L'an dernier, on vous a également parlé de dispositifs assez compliqués qui touchaient le commerce électronique, puisqu'on s'était aperçu que, ou le législateur, je dirais même le législateur européen, était persuadé que le commerce électronique, c'était un moyen, peut-être, de frauder la TVA, et donc il a mis en place des dispositifs qu'il pense permettre de limiter cette fraude. Eh bien, ces dispositifs devaient être appliqués au 1er janvier 2021, mais la période de pandémie fait qu'en fin de compte, le législateur a repoussé la mise en place de tout ce dont on vous a parlé l'an dernier sur le commerce électronique au 1er juillet 2021. Et puis, pour essayer d'être complet, il faut rajouter que dans cette période de pandémie, le législateur a pris quelques mesures d'application totalement temporaires qui voient certaines opérations supporter un taux nul de TVA. Donc, elles ne sont pas exonérées de TVA, mais elles supportent donc le taux nul. Donc, c'est le cas des livraisons et des prestations associées sur les tests de Covid-19, des dispositifs de tests d'acide nucléique, les dispositifs antigéniques réalisés par prélèvement nasopharyngé, hein, c'est le test. Ce sont des mots très, très compliqués hein, pour un taux de TVA nul. Tout ça a été bien compliqué à dire. Voilà. Et puis, donc, des tests de détection d'anticorps effectués sur un échantillon sanguin. Donc, ce sont tout un ensemble de tests qui supporteront donc le taux zéro de TVA. On le comprend bien puisqu'ils sont remboursés par l'État. Donc, à quoi ça servait que l'État supporte donc encaisse la TVA pour la rembourser. Donc, et les types de vaccins contre le Covid-19, tout type de vaccin. À noter que ce sont des opérations qui sont réalisées, donc des tests qui seront réalisés entre le 15 octobre 2020 et le 31 décembre 2022. Voilà pour la TVA, c'était relativement court. J'imagine, Anne, qu'il n'y a pas de questions. Les opérations complexes. Oui, il y a les opérations complexes, si tu veux en dire deux mots. Oui, une petite mesure, c'est toujours en TVA, la difficulté enfin pas de difficulté, d'ailleurs la TVA étant un impôt européen, on est amené à devoir de temps en temps transposer des directives ou tenir compte des jurisprudences. Et il y a une mesure qui n'a pas été évoquée ici, mais qu'on pourrait rappeler, qui concerne ce qu'on appelle les opérations complexes. Une opération complexe, c'est une opération qui ne relève pas des mêmes règles au sein de la même opération, soit en matière de territorialité, soit en matière de fait générateur, d'éligibilité, soit en matière de taux. Et donc, il faut s'interroger sous quelle forme et à quel moment on doit payer et à quel taux la TVA. C'est ça le sujet. D'ailleurs, quand on était jeune, parce qu'on a eu des opérations complexes qui étaient, pour les experts comptables qui sont sans doute dans la salle, des cas d'examen, où on mettait un réparateur automobile qui remplaçait un moteur et qui faisait de la prestation de service et qui malheureusement n'était payé que partiellement. Et on demandait à quelle date il fallait déclarer la TVA en fonction du fait générateur. C'était une opération complexe. Alors évidemment, avec l'Union européenne, c'est devenu un peu plus large dans sa complexité, puisqu'on a eu de la territorialité qui s'est adaptée, et puis l'éligibilité, etc. Ce qui fait qu'il y a une question qui a été posée en matière de taux.
Une opération complexe, c'est quoi? C'est une opération avec une opération principale et des opérations accessoires qu'on ne peut pas dissocier. Et quand on est dans la situation ainsi rappelée, eh bien, il faut savoir à quel taux on taxe, sous réserve bien entendu que si on avait des opérations qu'on ne peut pas dissocier mais qui étaient dissociables, on n'aurait pas eu les mêmes taux que la prestation ou l'opération principale. Et la jurisprudence communautaire nous a dit qu'il fallait appliquer en définitive le taux de l'opération principale à l'ensemble de l'opération, donc aux opérations accessoires. Et puis, par exception, on a dit que lorsqu'il y avait un taux dans l'opération principale qui était le plus faible, 2,1%, eh bien, on appliquait ce taux à l'opération principale et on appliquait aux opérations accessoires leur taux propre d'opération accessoire. Donc ça, c'est pas très compliqué, entre guillemets, à savoir. Simplement, le débat qui a lieu en permanence et qui aura lieu toujours, et c'est pas ça qui l'aura réglé, c'est de distinguer ce qu'est une opération complexe d'opération dissociable. Puisque l'administration pourrait dire, vous avez considéré que vous étiez dans une opération complexe au taux de 10%, alors par exemple, alors que moi je considère que vous avez 4 opérations dissociables, dont il y en a une à 10% et 3 autres à 20%. Et donc, le cadre que vous avez choisi n'est pas le bon. C'est ça le vrai sujet. C'est de savoir comment on définit l'opération complexe des opérations dissociables. Mais voilà, c'est une petite précision qui est ici donnée. Et je suppose qu'on va parler de la facture électronique plus tard. Voilà, pour la TVA, c'est à peu près tout. On ne va pas parler des poulains, parce que le taux de 10% sur les poulains, mais on ne le dira pas. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est qu'en fait, la jurisprudence est très ancienne, donc c'est une traduction en France, donc avec quelques années de retard, je crois même que c'est quelques dizaines d'années de retard, je crois que c'est 20 ans. Voilà, par exemple. Alors on vous dit qu'évidemment que c'est applicable à partir de la loi, mais simplement c'est aussi applicable avant, puisque c'est la jurisprudence communautaire qui s'impose à la loi nationale. On lit quelquefois, on a légalisé la jurisprudence communautaire. On n'a pas à légaliser la jurisprudence communautaire, on a à s'adapter à la jurisprudence communautaire. Voilà pourquoi je pense que ce n'est pas une mesure excessivement importante, même si elle est techniquement difficile, parce qu'en fait, c'était juste la traduction en droit. Ah oui, mais je conçois. Applicable, devait être appliquée depuis presque 20 ans. Voilà, et puis il y a une solution quand on ne sait pas si en fin de compte on a des opérations dissociées ou des opérations complexes, on le verra après dans les relations avec l'administration fiscale, c'est la relation de confiance. C'est être une entreprise donc qui ouvre, donc, qui fait partie des relations de confiance et puis qui peut donc débattre avec l'administration sur les problèmes qui se poseraient à elle. Alors pour continuer, les impôts locaux. Alors vous avez là encore donc pour qu'on dirais-je, compléter donc, les informations qu'on va vous donner. Vous avez un lien hypertexte pour ceux que ça peut intéresser avec un article qui a été rédigé par Sylvine Saed, qui fait partie du département fiscal de RSM et qui est totalement et exclusivement spécialisé dans les taxes locales, voilà, dans les impôts de production. Donc, pas que la CVE, la CFE, mais l'ensemble donc des impôts de production. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter pour la loi de finances pour 2021? C'est d'abord la baisse de la contribution sur la valeur ajoutée. Donc, on sait que cette contribution sur la valeur ajoutée touche toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 €. Mais elle touche pleinement les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. Par chiffre d'affaires, on entend par là le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais auquel on va additionner l'ensemble donc des filiales qu'elle détiendrait directement ou indirectement à 95%, quelle que soit donc leur date de clôture d'exercice. C'est une disposition qui est un petit peu calquée sur l'intégration fiscale, à ceci près. En intégration fiscale, il faut que toutes les entreprises clôturent à la même date, et là, ce n'est pas nécessairement le cas. Et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires donc consolidé est compris entre 500 000 et 50 millions d'euros, il y a un taux donc de contribution sur la valeur ajoutée qui va augmenter petit à petit jusqu'à 1,5% et puis qui sera donc fonction du chiffre d'affaires réalisé.
Jusqu'à présent, donc, le taux était de 1,5%. À partir de 2021, l'ensemble des taux de contribution sur la valeur ajoutée vont être divisés par 2. Donc j'insiste, c'est la contribution sur la valeur ajoutée de l'année 2021, c'est-à-dire qui est née à partir du 1er janvier 2021. C'est-à-dire que ça portera sur les acomptes qui seront dus en 2021, mais ça ne portera pas sur le solde de contribution sur la valeur ajoutée de l'année 2020 qu'on déclarera et qu'on paiera au cours du mois de l'année 2021. Et puis, donc, cette mesure de baisse des taux de contribution sur la valeur ajoutée s'accompagne donc de mesures correctives, comme la réduction de moitié du dégrèvement pour les petits redevables, qui va passer donc à 500 euros contre 1000 euros auparavant, et puis la réduction de moitié, encore une fois, de la CVAE minimale, qui passera de 250 à 125 euros, et puis la réduction du seuil d'exigibilité des acomptes, qui était de 3000 euros, qui va passer à 1500 euros. On divise tout par 2. Voilà. À noter que, au point de vue donc des finances publiques, ce sont les seules régions qui supporteront cette baisse, les départements et les communes n'étant pas impactés par les décisions du législateur. Voilà pour la CVAE. Et puis il y a également la contribution économique territoriale. Donc on sait que la contribution économique territoriale, c'est la somme de la contribution sur la valeur ajoutée et de la contribution foncière des entreprises, la CFE. Et que cette contribution économique des entreprises est plafonnée à 3% de la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc si on avait baissé le taux de CVAE sans baisser corrélativement le taux de plafonnement donc de la contribution économique territoriale, la volonté du législateur de baisser la CVAE aurait pu être contredit par donc le plafonnement donc de cette contribution économique territoriale. C'est pour ça que corrélativement à la baisse de la CVAE, le législateur a eu la volonté de baisser donc le taux de plafonnement de la contribution économique territoriale pour la ramener de 3% à 2%. Il va noter que ce plafonnement ne s'applique pas à la cotisation minimum. Donc ce plafonnement, c'est comme pour la CVAE, ce sera dû pour les impositions qui naîtront en 2021 et non pas pour les impositions de l'année 2020 qui seront acquittées en 2021. Enfin, il y a la contribution foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties. Alors, pas toutes les CFE et pas toutes les taxes foncières sur les propriétés bâties, uniquement celles qui concernent les entreprises qui sont considérées comme étant des établissements industriels. Donc, quand il y a eu donc une modification de la CFE, nombre d'entreprises industrielles ont vu une augmentation excessivement importante de leur CFE. Et le législateur, l'an dernier, avait tenté de corriger, donc limiter cette augmentation, en précisant que les entreprises qui se porteraient donc le calcul de la valeur de la CFE sur la technique bilancielle, donc étaient des entreprises qui devaient avoir donc une valeur d'actifs supérieure à 500 000 euros. Donc c'était une décision sûrement saine pour ces entreprises-là, mais qui manifestement s'est avérée insuffisante. Et donc le législateur va, en 2021, abaisser donc les taux qui permettent de calculer les valeurs, diviser par 2, pardon, les taux qui permettent de calculer les valeurs qui entrent dans l'assiette de la contribution foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des établissements industriels. Jean-Pierre, droit d'enregistrement, t'inspire? Les droits d'enregistrement pour les actes de société, c'est relativement
parce que j'avais pas ouvert mon micro. C'est très important d'ouvrir son micro si on veut se faire entendre. Donc, je rappelle que c'est une mesure simple de suppression de l'enregistrement de certains actes établis depuis le 1er janvier 2021. Toujours penser que quand on a un point de départ, c'est pas toujours sûr que le service l'applique automatiquement. Il y a quelquefois des surprises, mais enfin qu'importe. Et donc, les actes sont les actes principaux, l'augmentation de capital, la réduction de capital, l'amortissement et la condition de GIE. Évidemment, ça, c'est la première mesure. La seconde mesure, c'est la possibilité de, peut-être est-elle visée par le transparent suivant, mais si elle n'est pas visée par le transparent suivant, c'est la possibilité de pouvoir, supprimer, ne pas être obligé d'enregistrer les opérations avant de passer au registre de commerce. Sauf 3 actes que sont les mutations de fonds de commerce et de clientèle, sauf les opérations concernant les titres de société qui demeurent sociétés y compris opérations immobilières, où là on est toujours obligé d'enregistrer préalablement et les droits sociaux. Voilà. Je pensais qu'il y avait le transparence. Voilà pour les actes de société. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Et là, il faut avoir des relations avec l'administration. Voilà, il faut avoir des relations. De bonnes relations. C'est mieux. On va voir comment il faut faire pour avoir de bonnes relations. C'est très simple. Déclarer ce qu'on doit déclarer. C'est à toi de jouer ou c'est à moi? C'est à moi. C'est à toi. Tu coupes ton micro. Parce qu'il paraît que ça fait de l'écho. Donc, la première mesure, c'est un rappel. Donc, le rappel sur les déclarations des dispositifs transfrontaliers. Donc, on rappelle que les personnes, les entreprises qui auraient mis en place, donc, elles-mêmes ou par l'intermédiaire donc d'un conseil, des montages potentiellement agressifs qui mettent en œuvre des entreprises ou des personnes qui se situent dans 2 États de l'Union européenne ou dans un État de l'Union européenne et dans un État tiers doivent déclarer donc ces dispositifs. Voilà. Ça, ce sont des explications que l'on avait déjà données donc l'an dernier. On ne va pas revenir dessus. On vous rappelle simplement que les déclarants sont d'abord les intermédiaires. D'accord? Ou à défaut, c'est le contribuable concerné lorsqu'il n'y a pas d'intermédiaire, ou lorsque l'intermédiaire est situé dans un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne, ou alors lorsque cet intermédiaire fait partie de l'Union européenne, mais qu'en fin de compte, il n'a pas la possibilité de déclarer pour le compte de son client, parce qu'en fin de compte, il serait tenu à un secret professionnel absolu. Bon, tout ça, c'est pas nouveau, c'est juste un rappel. La seule chose, donc, vous voyez, donc c'est un dispositif très c'est important pour des majorations qui sont quand même assez raisonnables. Peut-on dire, c'est 5 000 € donc par personne, enfin par opération non déclarée, ou 10 000 € en cas de récidive, avec un montant total qui ne peut pas excéder 100 000 € par année civile pour toutes les personnes assujetties à la déclaration. Donc tout ça, c'était déjà connu. La chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en fin de compte, là, une fois encore, le législateur, compte tenu de la période donc, que l'on vient de vivre, a décalé les obligations de déclaration. Comment ça se passait? Qu'est-ce qu'on avait dit? L'an dernier, on avait dit qu'on devait d'abord faire des déclarations dites rétroactives sur toutes les opérations, montages, qui auraient été créées entre le 25 juin 2018 et mises en application entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020. On devait faire leur déclaration au plus tard le 31 août de l'année 2020. Là, le législateur proroge le délai jusqu'au 28 février de l'année 2021. Donc, pour tous ces montages qui sont nés au plus tard le 30 juin 2020, on a jusqu'au 28 février 2021 pour les déclarer. Et puis, il y a tous les dispositifs qui ne sont pas rétroactifs, c'est-à-dire tous ceux qui normalement naissaient au 1er juillet de l'année 2021. Là, en théorie, on doit les déclarer dans les 30 jours qui suivent leur mise en application. Mais il y a une période particulière, c'est celle qui est maintenant passée, mais qui sépare le 1er juillet du 31 décembre. On nous dit, en fin de compte, on va bien les déclarer dans les 30 jours, mais on va les déclarer dans les 30 jours qui suivent le 31 décembre, c'est-à-dire entre le 1er janvier de l'année 2021 et le 30
janvier de l'année 2021. Et pour tous les autres montages, tous ceux qui sont mis en application à partir du 1er janvier 2021, c'est le dispositif légal qui s'applique, c'est-à-dire une déclaration dans les 30 jours. Voilà pour un rappel sur les dispositions dites d'Axis. Autre chose qui est quand même assez intéressante, c'est les conséquences du premier confinement sur les délais de prescription fiscale. C'est intéressant et assez compliqué. Enfin, simple dans le principe, mais assez compliqué d'application, et je ne doute pas que certains se tromperont. On sait que entre le 12 mars et le mois qui a suivi la fin de la période d'urgence sanitaire, quasiment tout s'est arrêté. Et notamment, l'administration fiscale a continué à travailler, mais essentiellement pour des statistiques, et a stoppé toutes les vérifications qu'elle réalisait, et ne répondait plus donc aux observations que l'on avait pu envoyer ou aux réclamations contentieuses. Les délais se sont arrêtés entre ces deux dates, c'est-à-dire pendant 165 jours. Et donc, cette suspension de délai a une conséquence sur la prescription fiscale. Donc, sur la prescription fiscale, qui concerne tous les délais, qu'il s'agisse de délais de prescription de 3 ans, de 6 ans ou de 10 ans, dans la mesure où la prescription intervenait sur le transparent marque le 31 décembre, mais intervenait jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. Donc, en pratique, ce sont toutes les prescriptions qui touchaient les exercices 2017 ou les années 2017, 2018 et 2019, mais également donc les exercices qui précédaient ces dates-là et pour lesquels l'administration fiscale aurait envoyé une proposition de rectification entre l'année 2017 et l'année donc 2019. À titre d'exemple, si l'administration envoie une proposition de rectification, si l'administration veut envoyer une proposition de rectification sur l'année 2017, en théorie, elle avait jusqu'au 31 décembre 2020 pour l'envoyer en recommandé ou pour la signifier par exploit d'huissier. Bien là, l'administration bénéficie d'un délai complémentaire de 165 jours, ce qui fait qu'elle a la possibilité d'envoyer cette proposition de rectification jusqu'au 14 juin de l'année 2021. Donc, pour tous ceux qui ont salué le champagne le 31 décembre 2020 en pensant que l'année 2017 était fort close, donc je conseille d'aller faire pénitence et de regarder bien leur document de l'année 2017. C'est la même chose, donc, si l'administration va envoyer une proposition de rectification de l'année 2014 en décembre 2017, donc il y a un délai de 3 ans qui ouvre une période dite d'imposition, laquelle s'arrêtait normalement le 31 décembre 2020, mais celle-ci est également prorogée de 165 jours. De la même manière, on peut dire que les entreprises, les petites entreprises, qui, elles, ne peuvent supporter qu'un contrôle fiscal sur 3 mois, lorsque l'administration avait engagé le contrôle avant, donc le 11 mars, on voit que le contrôle s'est arrêté du 12 mars au 23 mars. Et donc, les jours qui manquaient pour finir les 3 mois, donc, redémarrent à partir du 24 août. Voilà. Et puis, c'est pareil également pour les examens de situation fiscale personnelle. Donc, pour ceux qui supportent donc un contrôle fiscal personnel, l'administration a 1 an pour envoyer la proposition de rectification, 1 an après la première convocation. Et bien, pour toutes les ESFP engagées en 2020, mais avant le 11 mars, on voit que l'administration bénéficie d'un délai complémentaire de 165 jours qui remplace simplement le délai pendant lequel donc, le contrôle était suspendu. Et puis, pour être complet, on dira, et c'est là qu'il faut faire attention, que c'est la même chose pour les délais de réclamation contentieuse. Donc, les délais de réclamation contentieuse, eux, dépendent de la date à laquelle l'avis de mise en recouvrement a été reçu ou la date à laquelle la proposition de rectification a été reçue. Donc, si on a une réclamation contentieuse à envoyer sur suite à donc une proposition de rectification qui porte sur l'imposition sur le revenu, l'administration ayant 3 années pour nous contrôler, nous on a 3 années donc pour envoyer la réclamation contentieuse à partir de la date à laquelle on a reçu la proposition de rectification. Et bien si l'administration a usé donc du délai de suspension pour envoyer une proposition qui aurait dû arriver en 2020, c'est l'envoyer en 2021, et bien évidemment le délai donc de réclamation contentieuse est augmenté d'1 an. Voilà. Donc
Dans l'absolu, ce n'est pas excessivement compliqué, mais il faudra faire attention donc, à bien compulser les délais donc, pendant lesquels l'administration pourra encore envoyer une proposition de rectification et puis ne pas se tromper sur les délais de réclamation. Et pour terminer, donc, il y a l'évolution, donc, on va le faire à deux voix avec Jean-Pierre, l'évolution des relations donc, avec l'administration. Donc, il y a le dispositif qui a été mis en place sur les relations de confiance et la mise en conformité fiscale des entreprises. Les organismes de gestion agréés, dont on sait qu'en fait, lorsqu'on n'adhère pas à un organisme de gestion, quand on n'adhère pas à un organisme de gestion agréé, donc on est imposé sur un bénéfice. Le bénéfice carré augmenté de 25%. Et puis, il y a l'examen de conformité fiscale, et les gens d'examen dont bénéficient les organismes de gestion agréés sur le taux de petites entreprises, et puis pour finir, la facture électronique. Donc, je vais commencer sur la relation de confiance. Donc, la relation de confiance, je coupe et je remets le micro. C'est hyper compliqué à faire. Je coupe. Voilà. Donc, la relation de confiance, c'est un partenariat qu'a voulu l'administration fiscale. Alors peut-être, Jean-Pierre, à la suite donc d'un rapport que tu avais bien connu du Conseil des impôts en 2002 sur les relations. Donc, tout ça vient peut-être de là. Donc, un travail que vous aviez fait à la Cour des comptes sur l'amélioration des relations entre l'administration fiscale et puis les contribuables. Mais force est de constater qu'en 18 ans, on voit que l'administration fiscale a nettement changé sa façon donc d'aborder les relations avec les contribuables. Bien sûr, elle est toujours là pour chasser la fraude. Elle dit même qu'elle est essentiellement là pour chasser la fraude, mais qu'elle se pose quasiment maintenant en conseil des entreprises qui joueraient pleinement le jeu. Et c'est le cadre donc de ce dispositif de relation de confiance qui n'est pas né avec la loi des finances pour 2021, qui est né avant, d'accord, mais qui permet donc à des entreprises qui auraient respecté leur déclaration, enfin qui auraient respecté correctement leurs obligations fiscales, c'est-à-dire qui n'auraient pas supporté donc des redressements avec des majorations pour manquements libérés de 40% au moins sur les 3 dernières années, de créer donc une espèce de relation donc avec l'administration, c'est-à-dire un système donc de rescrit ouvert avec l'administration, rescrit que l'administration s'autorise d'ailleurs à publier si elle estime que ces rescrits ont un intérêt plutôt national. Dans les relations de confiance, et puis il y a également la démarche spontanée de mise en conformité des entreprises. Alors, ça vaut quasi exclusivement pour les entreprises qui changent soit de majorité, donc dont le capital change de main, ou alors dont la direction change de tête. Donc, lorsque l'on s'aperçoit qu'avant, ça ne se passait pas comme il fallait, donc on peut demander une mise en conformité. Et là, l'administration nous dit, il y a deux types d'entreprises. Il y a celles qui ont commis des erreurs de bonne foi. Dans ces cas-là, on va les redresser, mais on va appliquer les dispositifs de la loi ESSOC, c'est-à-dire que comme elles sont venues donc demander rectification spontanément, eh bien on va les redresser, mais sans majoration et en appliquant une réduction de 50% du taux d'intérêt de retard, lequel taux d'intérêt de retard est de 0,2%, et ce taux de 0,2% est prorogé sans durée donc de péremption, si on peut dire. Et puis il y a toutes les autres entreprises, celles dont les dirigeants d'avant ou les actionnaires précédents auraient commis des erreurs dites intentionnelles, c'est-à-dire des erreurs qui supportent donc soit donc des majorations pour manquement délibéré de 40%, soit des majorations pour manœuvre frauduleuse de 80%. Et là, l'administration a établi donc un tableau dont elle dit qu'il n'est pas négociable. Si on applique ces taux, on ne peut pas négocier autre chose, avec un abaissement donc des taux les plus importants de redressement qui passerait de 80 à 30%, avec une réduction des intérêts de retard de 40%, et puis pour les manquements délibérés, donc un abaissement des taux de majoration de 40 à 15%, là encore, avec une réduction des intérêts de retard de 40%.
Donc ça, ce sont donc les nouvelles relations entre l'administration fiscale et puis les entreprises. Et puis, il y a maintenant l'évolution du contrôle fiscal. Donc, Jean-Pierre, le contrôle fiscal a évolué au moins auprès des organismes agréés déjà depuis 2010, je crois, 2010 ou 2011. Hein. Oui, enfin, Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu viens de voir. Et puis, j'attire juste l'attention de chacun d'entre vous sur les régularisations des erreurs intentionnelles. Parce que quand on lit entre les lignes, on s'aperçoit que ce dispositif, si mes informations sont bonnes, relève de la DGE. Oui. C'est une sorte de cellule de dégrisement comme on a eu pour les comptes à l'étranger, qui permet, et l'administration a pensé que quand il y avait des changements de direction, on pouvait découvrir des choses dans les entreprises et que c'était peut-être le moment d'y aller. Moi, je pense que lorsqu'il y a des irrégularités que l'on connaît dans une entreprise, cela peut arriver, soit on les a commises soi-même, soit on les recueille des prédécesseurs. Dans les nouvelles dispositions qui sont ici prévues, ça vaut la peine de les régulariser. Ça vaut la peine de les régulariser puisqu'on tombe avec des taux qui deviennent acceptables. C'est comme si on faisait de la transaction, puisqu'on arrive à quelque chose à 15% au lieu de 40%, etc. Donc tout ça, et puis surtout, ça évite les éventuelles poursuites pénales que l'on avait évoquées, je crois, il y a 2 ans ici, où avec 100 000 euros plus 80% égale le dossier au parquet. Et cette cellule de mise en conformité en cas d'intention, d'erreur intentionnelle, a pour vocation, quand même, il faut le dire entre nous, d'éviter d'envoyer des entreprises devant le juge pénal. Donc ça, c'est utile. La deuxième question, c'est celle importante, et puis je pense que si vous avez quelques instants, je voudrais en parler, c'est les centres et les organismes agréés, parce que il faut revenir pour les jeunes à ce qui s'est passé à l'origine. À l'origine, vous savez que les revenus d'activité bénéficiaient d'une déduction de 20%. C'était les traitements des salaires, c'était les rémunérations des gérants et c'était les adhérents aux organismes agréés. Et puis, comme il y avait une déduction sur tous les revenus, on avait des taux d'impôt sur le revenu qui étaient élevés. Et à l'époque, on faisait de la concurrence fiscale et on s'était dit, ça serait mieux d'avoir des taux compétitifs. Et le législateur avait décidé de supprimer la déduction de 20% sur l'assiette et de l'intégrer dans les taux d'imposition. Ce qui fait que pour les contribuables, ils payaient le même impôt, mais sauf que d'avoir un taux de 40%, il était tombé à 36 ou à 37. Et vu d'Angleterre ou d'ailleurs, on disait le taux d'impôt sur les revenus en France n'est pas différent du nôtre. C'est ce qui s'est passé. Mais en faisant cela, le législateur s'est dit, mais il y a ceux qui n'avaient pas la déduction de 20% qui vont se trouver bénéficiaires de ce dispositif. Et donc, il faut, pour que l'équité soit reconnue, il faut majorer de 25% les revenus de ceux qui vont bénéficier d'une déduction de taux alors qu'ils n'avaient pas la déduction d'assiette. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette majoration de 25 a été confortée par le Conseil constitutionnel, qui n'a jamais considéré qu'elle était anticonstitutionnelle parce qu'il a dit c'est une mesure de justice fiscale, d'équité sur un changement d'assiette et de taux. Simplement, il y avait 2 catégories de revenus qui supportaient la majoration de 25%. Ce sont les non-adhérents aux organismes agréés, et puis c'était les revenus considérés comme distribués à la suite d'un contrôle fiscal principalement. Depuis toujours, il y a eu débat sur ce sujet, et notamment sur les organismes agréés. Mais il faut penser à quelque chose. Les organismes agréés, depuis de nombreuses années, sont devenus, entre guillemets, un organisme de contrôle quelque part, puisqu'ils ont eu à contrôler les impôts directs,
la TVA pour vérifier qu'elle était bien acquittée, et même les impôts locaux. Puis on leur a exigé d'eux l'examen de cohérence, et puis on a fini par leur coller l'EPS, où là, ils sont entrés dans l'analyse des charges, de certaines charges par sondage. Donc au fond, ces organismes agréés sont devenus une sorte d'antichambre du contrôle fiscal, où ils faisaient du contrôle sans le dire, et les adhérents n'étaient plus contrôlés par l'administration fiscale. Chacun le sait. Dans cette loi, eh bien, on supprime la majoration de 25 pour les non-adhérents. On le fait sur une période de 3 ans, comme vous voyez, 20% en 2020, 15 en 21, 10 en 22 et 0 en 23. Donc en 23, certains se posent la question de savoir pourquoi il conviendrait encore d'adhérer à un organisme agréé, puisqu'il n'y aurait plus d'inconvénients sur ce fait. Et c'est la réflexion qu'il me semble que l'on doit avoir pour imaginer ce que l'avenir peut nous